En 25, j'ai mis The Truman Show, merci Thomas, parce que je l'avais pas mis à la base, mais effectivement il fallait le mettre, de Peter Weir, sorti en 98. Donc là, anecdote, je l'ai vu au cinéma en 98 à Singapour, et je ne parlais pas un mot d'anglais, mais j'étais tellement fan de Jim Carrey quand j'étais petit, avec The Mask, Dumb and Dumber et Ace Ventura. On a demandé à ma mère, ah, on peut aller voir nos films de Jim Carrey, Truman Show, elle a dit, vous allez rien comprendre, c'est en anglais les enfants. On a dit, si, on va aller le voir. Évidemment, je n'ai rien compris. J'ai dû attendre qu'il sorte en DVD ensuite pour comprendre le moindre truc du film. Et d'ailleurs, j'adore le travail d'Emmanuel Curtil, hein, vraiment. Je trouve qu'il ajoute une plus-value en français, peut-être parce que j'ai grandi avec les films doublés en français. Mais il ajoute un cachet supplémentaire à Jim Carrey, je trouve. Et maintenant, alors pourtant je mate quasiment tout en VO, je suis obligé de mater tous les films de Jim Carrey en VF. Et absolument quand c'est Emmanuel Curtil qui double, hein, parce qu'il y a certains films, je crois, genre le nombre 23, je crois que c'est pas lui. Ce qui est vraiment regrettable. D'ailleurs, de toute façon, qui est pas un très très bon film. Mais voilà, Truman Show, au-delà de ça, c'est exceptionnel. Génial, voilà, ce mec qui croit qu'il est dans un vrai monde, mais en fait tout est factice. Il est dans un immense studio de télé, il est filmé H24, avec son créateur joué par Ed Harris qui l'observe, avec, ah oui, la magnifique BO de Philip Glass, magnifique. BO d'ailleurs qui était en fait à la base des musiques de Powa Katsi, enfin la trilogie des Katsi, comment il s'appelle le réalisateur, Godefroy Reggio, voilà. Très 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 bonne trilogie que je vous conseille très fortement, et ils ont emprunté beaucoup de sons de cette trilogie, donc des musiques qui avaient été composées par Philip Glass spécifiquement pour cette trilogie, qu'ils ont remis dans The Truman Show, mais ça va vachement bien dans The Truman Show. Bref, The Truman Show, il faut le mater. Culte. Il est seulement 24. Je l'ai rétrogradé, mais bon. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque de Irvin Kershner, sorti en 1980. Voilà, rétrogradé pour les mêmes raisons que l'épisode 3. C'est un film que je pourrais mater encore avec plaisir, que j'ai énormément maté quand j'étais gosse. Pour moi, c'est clairement le meilleur Star Wars, là où il y a le plus d'enjeux, avec cette fin juste mythique, voilà, qui se finit mal en plus. BO de John Williams, complètement monumental, je trouve que c'est une des plus belles BO, de ses meilleures BO pour un film Star Wars avec l'épisode 3. Juste énorme, voilà, rien à dire de plus sur ce film, mais je suis un peu dégoûté de la tournure qu'a pris Star Wars ces dernières années, je vous le cache pas. En 23, on pourra considérer que c'est un petit peu bas comme placement, j'ai mis Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, sorti en 75. Le truc c'est que les films à venir là, j'aurais pas pu changer la position, c'était impossible, c'était vraiment très très dur, j'ai beaucoup de mal à faire ce top. En tout cas ce film, exceptionnel, donc là encore merci Thomas, parce que c'est vrai que sinon je l'aurais peut-être pas mis. Il m'a dit si, il faut que tu m'aides quand même, je suis d'accord. Milos Forman de toute façon c'est clairement un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma, mais j'ai mis un autre film à lui dans le top. J'ai hésité, je me suis dit je devrais aussi mettre celui-là, bon finalement je le mets. Très 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 lourd, Jack Nicholson au sommet, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles, clairement. La fin est juste tellement belle quoi. La fin te tire les larmes, mais pas dans le mauvais sens quoi, c'est vraiment... c'est grand quoi, c'est grand. Voilà, ces criminels qui sont enfermés dans un hôpital psychiatrique, qu'on va vouloir absolument conformer, enfin on veut absolument qu'ils se tiennent à carreau, qu'ils soient plus vraiment eux-mêmes. Il y a un autre film qui traite de ça d'ailleurs dans le top. Comment c'est traité, l'empathie que ça donne pour ces personnages, pour ces malades. Bon, il y en a certains qui sont vraiment handicapés, mais Jack Nicholson là dans le film, magnifique. Et c'est également le premier rôle de Brad Dourif qui fait Chucky. Très 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 lourd, faut le mater. C'est pas un classique pour rien mec, matez-le pour ceux qui l'ont pas encore vu. En 22, j'ai mis Les Trois Frères, sorti en 95, des Inconnus. Un de mes films préférés. Vous savez que ça c'est le genre de film que je pourrais limite mettre dans le top 5. Les Trois Frères c'est un film que je mate comme le Paris, peut-être même encore plus, 2-3 fois par an. Génial ce film, génial. Là encore c'est pas pour les qualités cinématographiques, c'est pour l'ambiance qu'il y a, c'est pour la bonne humeur, c'est pour l'humour, on se sent bien quand on mate ce film. C'est tellement droit au but, puis c'est tellement rempli de vérité, c'est tellement ce que t'aimerais faire. Dire le film a été fait en 95, il y a 22 ans. Même maintenant il tient encore la route, c'est exactement ce qui se passerait maintenant quoi. C'est génial, c'est énorme, c'est clairement le meilleur film des Inconnus. J'ai été déçu par la suite, Les Trois Frères le retour, je trouve qu'ils ont un peu perdu de leur piquant. À l'époque ils avaient Claude Berry pour un peu resserrer les vis au niveau de la production. Là, bon, ils ont un peu vieilli, mais... Le retour était pas une bouse non plus, c'est pas honteux, mais ça aurait pu être mieux quoi. En tout cas ils sont capables du meilleur, voilà, et ce film le prouve. J'adore Les Inconnus. J'aimerais les revoir beaucoup plus souvent là, c'est dommage, j'ai l'impression qu'une petite embrouille là entre Bourdon et Campan, c'est vraiment dommage parce que c'est des icônes quoi, des icônes, ils sont irremplaçables, ils sont géniaux, je les kiffe à vie, voilà, Les Trois Frères, magnifique. En 21,
pour moi, le meilleur film de Claude Lelouch, Homme-Femme, Mode d'Emploi, sorti en 96, avec Bernard Tapie et Fabrice Lucchini. J'ai mis un extrait dans la vidéo Fantasy Star Online pour ceux qui ont percuté. J'adore ce film. Il est génial. Alors là, il y a un truc marrant aussi, une anecdote, tu sais, c'est marrant la vie des fois, les coïncidences. Je vous ai raconté le truc de Lelouch qui s'était ramené dans le cinéma, un truc de psychopathe. On était en vacances à la montagne avec mes parents il y a plus de 10 ans, et on mate Homme-Femme Mode d'Emploi, parce qu'on était quelque part où une personne avait laissé une VHS de ce film. Une VHS, hein, pas un DVD, une VHS, c'était année 2000 pourtant. Du coup, il y avait un lecteur de cassette, on regarde le film, et dans ce film, il y a Antoine Duléry qui joue un rôle. Le lendemain, on croise qui était dans un restaurant, Antoine Duléry. Et il vient nous voir, et je vous promets, hein, il vient nous voir, parce qu'on avait commandé des Monts d'Or. Et il vient nous voir et nous dit « Merci messieurs, dames, parce que c'est grâce à vous que je prends ce Mont d'Or aujourd'hui. » Et du coup, bon, forcément, mes parents disent hey, « Notre fils aime bien le cinéma, il aimerait bien faire des films. » Et là, il y a Antoine Duléry qui a dit « Ce qui compte, c'est la passion. » Et il est reparti manger son Mont d'Or. La classe. Bref, Homme-Femme Mode d'Emploi. Bernard Tapie, c'est la révélation. C'est un putain d'acteur. Il est exceptionnel dans ce film. À titre perso, j'aime beaucoup le mec, on pourrait dire que c'est un escroc, etc. Gros soutien à lui, là, il a un cancer. J'aime beaucoup ce mec-là. Je ne sais pas, après moi je suis pas dans les dossiers, je suis pas avocat. Écoutez, c'est pas mon domaine. Je sais juste que ce mec-là, chaque fois que je l'ai vu dans des interventions télé et dans des films, il dégage un truc. Il dégage quelque chose, c'est un mec vraiment... Je sais pas, qui dégage quelque chose de très positif, quoi, une très bonne vibe. Et dans ce film, c'est un acteur mais monumental, donc... Et Lucchini, j'en parle même pas, j'adore aussi, comme tout le monde je pense. Rapidement pour vous vendre le film, il y a un mec qui n'est pas malade qui est interprété par Bernard Tapie. Si pardon, excusez-moi, il y a un mec qui a un cancer interprété par Bernard Tapie, mais il est très très optimiste sur la vie. Et un autre personnage qui n'est pas malade mais qui est hypochondriaque joué par Lucchini. Ils vont voir tous les deux le même médecin joué par Pierre Arditi. Et le médecin va interchanger leur dossier. Et du coup ce qui va se passer c'est que Bernard Tapie qui est du coup, il est persuadé qu'il n'a plus rien, alors qu'il a un cancer, hein, mais du coup, le docteur lui dit non, vous avez rien. Pourtant, il dit c'est bizarre quand même, j'avais quelques trucs et tout. Mais non. Le docteur lui dit non, vous êtes guéri, il n'y a rien. Alors qu'il a un cancer. Et Lucchini, lui, qui n'a pas de cancer, qui tout va bien, mais il est hypochondriaque, on lui dit vous avez un cancer. Je vous en dis pas plus. Matez ce film. Il n'y a pas que ça, c'est bourré de tranches de vie, c'est tellement précis, c'est tellement le vécu. Et on retrouve en fait tous les trucs qu'on retrouve dans Les Parisiens. Mais encore mieux peut-être. Vraiment son meilleur film. Homme, femme, mode d'emploi. 96. Claude Lelouch. Matez-le. En 20, alors attention parce que là le top 20, c'est du lourd messieurs. Lost Highway de David Lynch sorti en 97 pour moi, c'est son meilleur film. Voilà, on a en fait le brouillon de ce qu'est Mulholland Drive. Toutes les idées qu'on voit dans Mulholland Drive sont déjà dans Lost Highway. La structure en deux parties, la séquence qui pourrait être la réalité, la séquence qui pourrait être le rêve. La structure avec la note Mobius, donc entre le début et la fin du film, il y a un truc qui se passe, je vous dis pas quoi, matez le film, je vais pas spoiler. Des situations avec des personnages, une ambiance, des musiques, une atmosphère tellement prenante, matez Lost Highway, voilà. Juste pour vous vendre rapidement pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un couple, Patricia Arquette, Bill Pullman, ils sont dans leur maison, et ils reçoivent des cassettes où ils voient que quelqu'un filme l'intérieur de leur maison, et ils se disent putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui aurait accès à notre maison? Matez ce film, Lost Highway. En 19 de l'extra culte Aliens de James Cameron, sorti en 86. Il mérite totalement sa place en 19. Pour moi, c'est la seule bonne suite à Alien. Il n'y a que 2 films Alien, de toute façon, il y a le 1 et le 2. James Cameron a choisi une approche film d'action. Voilà, là où le premier est vraiment orienté film d'horreur, et ça marche du tonnerre. Je trouve que le roster, l'équipe, entre Vasquez et Hudson, et évidemment Bishop, est encore plus marquant que dans le premier film. Puis voilà, vraiment cette ambiance bleutée, la photographie magnifique, les cadres, le découpage de James Cameron, mais monumentaux, la reine alien, génial. En 18, un de mes films préférés vraiment de tous les temps, Halloween de John Carpenter. Enfin, vraiment c'est que mes films préférés tout ça là. De toute façon moi c'est que mes films préférés, la liste des top 50, mais là je pourrais vous dire ça à chaque film, et Halloween, je sais pas combien de fois je l'ai maté. À chaque fois qu'on est le 31, je repense 31 octobre, je repense à Halloween, ce film, j'ai besoin de le mater chaque année quasiment. J'ai vu tous les films Halloween, je connais toute la saga, même les remakes, etc. J'irai certainement voir la prochaine bouse, je pense que ça sera une bouse, avec Jamie Lee Curtis l'année prochaine, qui va renier carrément toute la saga. Ça sera la suite du 1, les autres films n'ont jamais existé. Donc c'est la genre 3ème fois qu'ils font ça dans la saga originelle, ça n'a plus aucun sens, elle est une nouvelle fille en plus là. Plus aucun sens, bref.
Le meilleur film Halloween, c'est le premier, avec Laurie Strode, Michael Myers, John Carpenter qui a composé la BO pour son propre film là. Bon, les cadres, le découpage, tout est ultra pertinent, une atmosphère à Haddonfield qui est juste, mais... Puis voilà, cette BO, ces synthés de John Carpenter, cette ambiance, ce boogeyman, Michael Myers, le meilleur boogeyman de tous les temps, le meilleur film d'horreur de tous les temps, Halloween. En 17, Le Parrain Part 2 de Francis Ford Coppola, sorti en 74. Film que j'ai découvert extrêmement tard, donc je me suis fait toute la trilogie l'année dernière, j'ai maté tous les films plusieurs fois. J'ai pris une putain de claque. Là, je n'avais jamais réussi à rentrer dans le premier film. Je m'endormais au bout d'une demi-heure, j'ai essayé 10 fois de le remater. Ça y est, enfin, il y a un an, je me suis tout maté. J'ai pris une méga claque. Incroyable. Tellement que j'ai pris la claque, tellement que j'ai kiffé. Je suis allé passer mes vacances en Sicile cet été. Et je suis allé visiter les villages où ont été tournées des parties du Parrain et du Parrain 3. J'ai acheté d'ailleurs ce t-shirt, hein, vraiment, il vient de là, il vient de Sicile. Je vais être nul pour en parler là encore, mais j'ai été bluffé. Alors j'ai mis le 2 là, je vais vous expliquer, vous allez voir. J'ai été bluffé par le découpage de la réal de Coppola qui, pour un film de 74, est juste hallucinant. Hallucinant de maîtrise, vraiment. La BO de, je crois que c'est Nina Rota, exceptionnelle, j'ai écouté en boucle, pareil la BO là, ça fait un an que j'écoute en boucle, régulièrement. Cette histoire de la famille des Corleone, l'ascension de Michael Corleone. Puis voilà, cette partie 2, bourré de trahison, implacable, la vengeance. J'adore, matez-le. En 16 naturellement, j'ai mis le premier Parrain de Francis Ford Coppola encore une fois, sorti en 72. Alors je l'ai mis au-dessus du 2, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la partie 2 au 1, et je préfère le 1 parce qu'il y a Marlon Brando, et tu peux pas tester. Marlon Brando, les apparitions qu'il a, les quelques apparitions qu'il a dans le premier Parrain, à quel point il est rentré dans ce personnage de Vito Corleone. Magnifique, d'ailleurs j'aurais dû en parler, j'ai oublié d'en parler, mais De Niro, c'est pour ça que le 2 je le mets en dessous du premier. De Niro, je suis pas ultra fan, je suis peut-être un des seuls. Peut-être parce que je n'ai pas grandi avec ses films, mais je ne suis pas ultra fan de son jeu, je trouve que je n'y ai pas cru, pour moi c'est pas Marlon Brando, enfin il ne copie pas assez bien le jeu de Marlon Brando. Je n'ai pas du tout cru une seule seconde que De Niro jeune, c'était ce qu'allait devenir Marlon Brando dans le premier film. Pour moi il y a un énorme gap, ça marche pas. C'est, je dirais, le seul défaut du 2 qui est pourtant exceptionnel. Hein. Après, De Niro a fait ce qu'il a pu. Mais Marlon Brando, voilà, il a un truc, il a une classe, il a un truc qu'aucun acteur n'avait. Je parle même pas de ses films avant, Le Parrain. Mais dans Le Parrain, il a un truc, il a une prestance, il a une gueule inimitable, quoi. Voilà, c'est ce qui fait carrément 50% de l'intérêt du premier film. En plus de la BO, du découpage, de la réa, etc. Et voilà, c'est cette histoire... encore une fois de la famille Corleone, avec voilà, ce patriarche qui a vieilli, qui est arrivé au top de la pyramide et qui maintenant, c'est ce que je dis un petit peu dans la vidéo Micromania, il a plus besoin de rien prouver maintenant, il veut essayer de faire en sorte que ça se passe bien, il veut adoucir les rapports, il veut pas se prendre la tête, il veut que sa famille en fait soit à l'abri du besoin mais en sécurité, cool, et il veut pas rentrer dans l'engrenage infernal de la vengeance, voilà. Et c'est très intéressant du coup la dualité avec son fils Michael Corleone qui va hériter du statut de Don, alors qu'il n'aurait peut-être pas dû. Et toutes les séquences avec Al Pacino qui lui aussi est mortel, mais de toute façon Pacino, c'est lui qui fait la trilogie aussi, hein, bien sûr. Pacino dès le premier film était incroyable, dans le 2 il est encore plus balèze. Et alors le truc c'est que dans le 3, il y a un énorme gap, je ne sais pas ce qui s'est passé, alors ça je vais faire une petite parenthèse, Pacino, mais qu'est-ce qui lui est arrivé entre le Parrain 2 et l'époque, années 80, en fait qu'est-ce qui s'est passé entre les années 70, il y avait aussi un après-midi de chien, il avait une gueule, d'accord, et dans les années 80 avec Scarface, etc., etc., puis après dans les années 90 avec le Parrain 3, je ne sais pas si c'est la coke, l'alcool, je ne sais pas, on dirait pas le même mec, on dirait qu'il y a eu un changement mais hallucinant. Et du coup dans le Parrain 3 on retrouve pas vraiment le personnage de Michael Corleone. J'ai plutôt vu Pacino que Michael Corleone dans le troisième film, vous voyez. J'ai eu beaucoup de mal, le film était fait dans les années 90 donc il souffre d'énormes problèmes des méthodes de production des films des années 90. Et puis voilà, il y a surtout le personnage d'Andy Garcia qui est complètement what the fuck, limite le mec il est en mode super héros. À un moment quand il arrête le mec qui essaie de les buter là,
mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout dans le ton des films Le Parrain. Le 3 pour moi c'est un Gaiden, on va dire, je le considère pas dans la trilogie, mais je peux pas, il y a un truc qui va pas. Les deux premiers sont exceptionnels, Le Parrain 3 c'est très très étrange. Bref, Pacino dans le premier film et dans le deuxième, il y a une subtilité dans son jeu. Puis voilà, vraiment voilà, l'alchimie entre Brando et Pacino, magnifique, bref, très 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 bon film. En 15, Titanic de James Cameron, sorti en 97. Je vais pas m'étaler trop, et j'ai vu ce film au cinéma à l'époque, j'en suis ressorti vraiment bluffé, et à chaque fois que je le revois c'est une claque, c'est un des films les mieux réalisés de tous les temps, tout simplement. Y a rien à dire, on peut ne pas aimer, on peut n'être pas sensible au ton du film, mais moi les musiques, l'histoire d'amour entre Jack et Rose, ouais, je suis pédé, qu'est-ce que vous voulez, je crois que je suis pédé les mecs. Non je sais pas, moi ça m'a vraiment profondément touché, puis c'est tellement bien exécuté, c'est tellement énorme niveau réalisation quoi. C'est magnifique. Très très bon film. En 14, Rocky, écrit par Sylvester Stallone, sorti en 76. Donc je ne sais pas si la légende est vraie comme quoi il aurait écrit Rocky en une nuit, mais... Putain quel film, quel OST. J'adore toute la saga Rocky de toute façon, mais le premier, voilà, j'ai mis le premier parce que c'est le premier Rocky, c'est le plus important on va dire, c'est vraiment les fondations. Et c'est pas vraiment un film sur la boxe, c'est ça qui m'a surpris, c'est que j'ai été très réfractaire avant de voir Rocky, parce que je pensais que ça serait que sur la boxe, et en fait non, c'est avant tout une histoire d'amour, puis c'est sur le dépassement de soi. C'est vraiment, le mec est considéré comme un pur tocard au début, on n'y croit plus personne n'y croit, mais lui, il a la volonté d'y arriver, il a la volonté de prouver qu'il peut y arriver, on cet entraîneur magnifique, Mickey, et il va se battre contre Apollo Creed. Il y a cette histoire d'amour avec Adrienne. Très gros film. Et la BO, génial. En 13, Phantom of the Paradise de Brian De Palma, sorti en 74. Ah voilà, il est très haut dans la liste, je voulais le mettre encore plus haut, mais j'ai pas pu parce que là c'est complètement possible avec les films qui viennent. J'ai dit pas mal de trucs dans la vidéo de découpage que j'ai faite sur Facebook, qui est dispo sur Facebook. Pour moi c'est vraiment le meilleur film de Brian De Palma, son plus maîtrisé, complètement what the fuck par moment avec un côté très cartoon, mais la BO est juste exceptionnelle. Les choix de découpage, de cadre, de réalisation, et voilà les acteurs, Paul Williams, juste monumental, qui voilà, a composé quasiment toute la BO, magnifique, il joue super bien son rôle. Jessica Harper, enfin, ce film est juste hallucinant, voilà. Hallucinant, je vous recommande vraiment de le mater. Matez ma vidéo de découpage pour vraiment comprendre un peu plus sur ce que je pense de ce film. Mais il faut vraiment le voir. Je veux pas vous spoiler, parce que si je commence à vous raconter un peu le synopsis de début, ça serait dommage. Matez le film, vous allez être surpris. En 12, un film de 71, Orange Mécanique, de Stanley Kubrick. Donc là ça rejoint un petit peu Vol au-dessus d'un nid de coucou, sur le côté on veut absolument rendre quelqu'un de normal, on veut le faire rentrer dans le moule. Et ce qui est très intéressant dans... Alors je n'ai pas lu le roman d'Anthony Burgess, mais ce qui est très intéressant dans l'histoire que ça raconte, c'est que le personnage d'Alex est très maléfique, il fait des actions complètement impardonnables, personne ne prend son parti, aucun spectateur normal ne pourrait cautionner ce qu'il fait en fait quand tu mates le film. Et d'ailleurs je pense qu'il y a pas mal de spectateurs qui ont maté qu'une partie du film, et qui du coup sont complètement révoltés, parce qu'évidemment le viol, etc., tout ce qu'il fait en début de film c'est atroce, c'est très dur à regarder. Et le truc, ce qui est très malin, c'est que le film est fait en 3 actes. T'as la première partie où t'as le personnage d'Alex qui est irrattrapable, la deuxième partie où il va être soigné, et la troisième partie où il va y avoir le contre-coup de tout ce qu'il a fait dans la première partie. Où tu vas commencer à avoir de l'empathie pour lui et à te questionner sur ce que c'est que finalement que la liberté, ce qui vaut pas mieux être mauvais, mais être libre de ses actions, quitte à exécuter, que d'être mauvais et changé par la société en bien, quitte à d'être fait complètement laver le cerveau. Je trouve que cette question est très intéressante, très bien traitée dans le film. Alors là il y a vraiment des choix de découpage et de cadrage de Stanley Kubrick qui sont monumentales pour un film de 71. De toute façon il s'était largement fait la main avant, notamment sur 2001, mais ce film là est au niveau de 2001 au niveau réalisation. C'est pour ça que je vous disais que Shining, j'ai été déçu, c'est que Shining n'est pas au niveau d'Orange Mécanique. Orange Mécanique, je pourrais vous faire une vidéo de 1 heure comme Phantom of the Paradise pour vous défendre les choix de découpage, à quel point c'est révolutionnaire. Vous prenez des trucs tout cons, par exemple une des scènes de viol, la caméra elle est au ras du sol,
Et elle accompagne le point de vue du personnage qui est au sol. Et c'était bien avant du coup ce que je vous ai dit sur E.T. avec les gosses. Là t'as une caméra au ras du sol, où tu vois du coup Alex qui est en train de violer sa femme, enfin tu comprends qu'il va la violer. Et le mec, le mari il est au ras du sol et la caméra est au ras du sol. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça dans le film, il faudra vraiment que je fasse une vidéo d'1 heure dessus. Exceptionnel aussi la BO qui est géniale, mixant des musiques classiques avec Beethoven, etc., du Rossini, plus des musiques électroniques. Monumental, un très bon film, faut absolument le mater pour ceux qui l'ont pas vu, génial. En 11, je vais peut-être vous faire découvrir un film un peu méconnu, Brève rencontre de David Lean, sorti en 1945. Donc ça c'est le même réalisateur que Laurence d'Arabie, c'est pas son film le plus connu, Brève rencontre. Et moi il m'a été montré la première fois par un vieux monsieur qui m'avait entendu jouer du piano. Il s'était arrêté, c'était il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, peut-être encore plus. Et cette personne du coup s'est arrêtée devant chez moi, il m'avait entendu jouer au piano et il a voulu me rencontrer parce qu'il trouvait que je jouais bien. Et du coup il m'a appris quelques techniques au piano que je connaissais pas. Un vieux monsieur exceptionnel qui est décédé depuis, et qui était un être humain formidable. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Brève rencontre, parce qu'il était fan de Rachmaninoff, et moi aussi j'étais fan de Rachmaninoff, on avait cette passion en commun. Et d'ailleurs lui il maîtrisait le piano concerto numéro 2 avec sa femme, ils jouaient tous les deux piano concerto numéro 2, c'était incroyable. Et du coup il m'a dit, vu que t'aimes le piano concerto numéro 2, vu que c'est un de tes morceaux préférés, faut que tu mates Brève rencontre. Non, il m'a pas dit faut que tu mates, il m'a dit il faut absolument que vous regardiez Brève rencontre. Et du coup je l'ai regardé, et un film que j'ai maté peut-être 10 fois depuis, magnifique. Donc rapidement, c'est une histoire d'amour, ça se passe pendant la guerre, c'est une femme qui va rencontrer un inconnu sur un quai de gare, elle va tomber follement amoureuse de lui, sauf que problème, elle a un mari. Je vous en dis pas plus. Réalisation magnifique de David Lean, et la BO de Rachmaninoff qui accompagne tout le métrage, c'est fantastique. Brève rencontre, un de mes films préférés. Je voulais préciser juste que je vais rendre hommage à ce vieux monsieur qui m'a appris beaucoup de choses au piano, beaucoup de techniques, et qui était vraiment quelqu'un de génial. Voilà. Donc ensuite j'ai mis en 10 Les temps modernes de Charlie Chaplin, sorti en 1936. Magnifique. Donc là c'est 1984 avant l'heure, c'est-à-dire que le roman de George Orwell n'était pas encore sorti, et Chaplin a fait un film où il y a déjà des éléments qu'on retrouve dans le bouquin d'Orwell. Voilà, avec ces ouvriers qui sont surveillés par leur patron via des écrans. C'est juste révolutionnaire sur la réalisation des effets spéciaux, ce que ça raconte, la vision de Chaplin à l'époque, puis l'histoire d'amour monumentale qu'il y a dans le film, avec notamment une musique que vous connaissez certainement qui s'appelle Smile. Vous connaissez peut-être des reprises de Michael Jackson, etc. Mais à la base, la personne qui a composé ce morceau, c'est Charlie Chaplin en personne. Voilà. Et c'est un morceau absolument magnifique qui est dans le film. Les temps modernes, faut absolument le mater. Je sais que c'est un vieux film, mais vous serez pas déçus, il tient encore la route. Mais vraiment, magnifique. En 9, Alien de Ridley Scott, sorti en 1979. Et ben voilà, celui-là c'est clairement un très grand culte, très grand classique, un de mes films préférés. Voilà, orienté film d'horreur, Sigourney Weaver. BO, mais juste monumental. Une ambiance, voilà, ça c'était l'époque, les années 70. Ridley Scott, voilà, qui était vraiment au top de son game. Il prenait le temps d'installer une ambiance. Vous voyez, regardez, rematez l'ouverture du film avec ce générique qui apparaît petit à petit avec les lettres qui composent le titre du film. Et ensuite les plans, très lents. On cut pas toutes les 5 secondes. On te noie pas le cerveau, on t'endort pas. On te présente les personnages, le Nostromo, ensuite l'alien, l'ambiance. Magnifique. En 8, j'ai mis magnifique. Non, je suis vraiment rendu compte que j'ai pas arrêté de dire magnifique. C'est magnifique. Richard. Bref, excusez-moi. Donc j'ai mis Amadeus en 8 de Milos Forman, sorti en 1984. Très important ce film. Vraiment un des meilleurs films d'histoire du cinéma, très clairement. J'ai mis beaucoup de références à ce film dans les rétrospectives Metal Gear. Vraiment, ce film, j'ai dû le mater peut-être 20-30 fois. La toute première fois, je me rappelle, c'est mes parents qui le mataient, j'ai commencé à le regarder avec eux, j'avais rien compris. Et les images et les musiques du film m'ont obsédé pendant très longtemps quand j'étais gosse. Et j'ai voulu revoir le film plus tard, et je suis retombé dessus du coup, et je l'ai rematé. Amadeus, il faut mater vraiment la version intégrale. C'est magnifique, moi ce que j'adore vraiment, c'est ce personnage de Salieri, interprété par Murray Abrams, qui est vraiment un acteur qu'on voit plus assez, on le voyait dans Scarface, mais on le voit quasiment plus, qui est un acteur juste exceptionnel, qui transmet vraiment, c'est incroyable à quel point les émotions passent à travers son visage, à quel point il interprète à fond ce rôle de Salieri,
Après oui, je sais que c'est très romancé par rapport à ce qui s'est vraiment passé avec Mozart, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est à quel point ça sert l'histoire. Et voir ce personnage de Salieri, qui est un des seuls, pas témoins, mais un des seuls qui comprend vraiment le génie de Mozart et qui est complètement bluffé par son génie, qui à un moment il ouvre une partition, voilà, il y a plein de partitions de Mozart, il regarde, il est écœuré, il tourne les pages, et puis il est ému, parce qu'il comprend en direct, il voit ça sur papier, mais il comprend pas comment il a pu écrire un truc qui a l'air si simple, mais qui rend tellement bien, quoi. Et il se fait la mélodie dans sa tête, il est ému par cette musique, et même nous on est ému, et il y a tellement de parallèles avec, que je pourrais faire avec moi dans ma vie, des gens que j'admire, etc. Enfin, quand tu rencontres quelqu'un que t'admires tellement, qui est tellement génial, et que tu te dis putain, moi je suis limité à ce que je fais. Moi j'ai eu beaucoup ce problème aussi, parce que je fais beaucoup de piano, enfin un peu moins ces derniers temps, mais j'essaie de composer des chansons. J'en ai composé quelques-unes, j'ai jamais été au niveau d'artistes que j'adorais énormément. Voilà, ça m'a toujours déçu de moi-même, je me suis toujours dit putain c'est ça ma limite, j'arrive pas à aller au-delà. Et je me suis vraiment reconnu du coup dans le personnage de Salieri. Évidemment avec Metal Gear, je vous raconte pas l'envie que j'ai en regardant la saga Metal Gear, de me dire putain si seulement j'avais pu faire un truc aussi bien. Je crois qu'on est tous un peu Salieri quelque part sur YouTube, on a tous enfin pas que sur YouTube en fait, globalement on a tous des influences, on a tous des gens qu'on a adoré, admiré, etc. Et vient le moment où tu dois aussi faire tes preuves et tu te dis est-ce que moi je suis capable de faire aussi bien. Certains y arrivent, ben moi en tout cas dans le domaine musical j'y suis pas arrivé. Et ça m'a vraiment dégoûté parce que j'aurais aimé arriver à beaucoup plus haut niveau, mais j'ai pas fait le conservatoire, j'étais très fainéant quand j'étais plus jeune, je voulais pas prendre le solfège, j'ai appris uniquement d'oreille et ça m'a limité, et je regrette vraiment. Et chapeau à ceux qui ont poursuivi leurs études et qui ont fait le conservatoire, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, foutez-le au conservatoire. Pas trop jeune, mais sinon ils vont regretter. Moi je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait. Vraiment. En tout cas voilà, Amadeus est exceptionnel, il faut le mater, génial. Messieurs, c'est bientôt la fin. En 7, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, sorti en 68. Je l'ai rematé là cet été quand j'étais en Sicile. Putain mais quelle claque quoi, quelle claque, à chaque fois je prends la claque. Voilà, je le mate une fois par an. La BO de Ennio Morricone est juste merveilleuse. Les cadres, les choix de découpage de Sergio Leone à l'époque, c'est un film de 68. Mais what? Mais comment il a fait quoi? Comment il a pensé à certains cadres, à certains choix de découpage à l'époque? Puis voilà, après ce que ça raconte. Voilà, avec Charles Bronson qui est tellement monumental quoi. Et Henry Fonda, les acteurs, mais tuerie. J'adore aussi à quel point ils sont maquillés, ils ont tout le temps un aspect crade sur leur peau. On sent qu'ils en ont bavé, ils ont les traits super tirés, super émaciés. On sent qu'ils en ont chié. Puis voilà l'histoire que ça raconte, l'histoire de la vengeance. Pourquoi ce mec a l'harmonica autour de son cou? Je peux pas vous spoiler mais j'aime beaucoup. Il faut le mater pour ceux qui n'ont pas vu, il faut le mater. Putain mais ça c'est une tuerie quoi. Ça c'est une tuerie, hein. Faut le mater. Jacob est complètement parti dans cette vidéo, c'est terrible. En 6, The Thing de John Carpenter, sorti en 82. Alors là ce film, bah, pareil, un film culte hein, que j'ai maté je sais pas combien de fois. J'adore l'aspect claustrophobe, l'aspect paranoïaque qui se dégage de ce huis clos, parce que c'est un quasi huis clos, avec Kurt Russell. Alors là la BO, Ennio Morricone plus John Carpenter, donc là, réunion au sommet, hein. Donc là la BO, croyez-moi qu'elle est monumentale. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à ce film, je comprends pas pourquoi. Parce que il est un peu loin à démarrer, mais une fois que ça démarre, une fois qu'on est en face de la créature qui prend n'importe quelle forme, qui va copier le code génétique de certains personnages et prendre leur apparence, et du coup personne ne sait qui est la créature, tout le monde devient parano, genre est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi, puis arrive cette scène du test sanguin. Matez le film, je vous spoilerai pas, mais faut le mater. Un très grand film. En 5, ça a choqué Thomas. Robocop de Paul Verhoeven, sorti en 87. Ah ouais, Robocop. Évidemment, très grand film. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu une scène aussi violente que quand Murphy se fait dessouder au début du film. Peter Weller, exceptionnel en Robocop. La réalisation, les cadres de Paul Verhoeven, les choix de découpage, la musique de Basil Paul Doris. Mais putain, mais ce film, c'est tellement génial, quoi. Il faut le mater. C'est pas parce que ça s'appelle Robocop que c'est un truc de gosse, quoi. Non, pas du tout. C'est un vrai film. Pour adultes, c'est extrêmement violent. On fait plus de films comme ça maintenant. Tu verrais plus un film aussi violent maintenant, vraiment. D'ailleurs, le remake, bon, c'est un PG-13, je sais pas ce qu'il leur a pris de faire un remake PG-13 de Robocop.
bon, qui a quand même ce mérite d'avoir fait une scène où tu vois Murphy se faire un peu décarcasser son armure et tu vois les poumons, c'est assez impressionnant pour un PG-13, mais le reste n'est pas un centième du niveau de la violence du premier. Et puis ça dénonce vraiment ce qu'est la violence. Il y a beaucoup de parallèles avec ce qui se passait à l'époque, même maintenant. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une espèce de Robocop pour massacrer tous ces putains de terroristes? Un petit Robocop, ça me ferait plaisir. Avec l'armure originale, ou pourquoi pas le redesign que j'aime aussi. Bref, Robocop, un must. En 4, Terminator 2, le jugement dernier de James Cameron. Meilleur film d'action de l'histoire du cinéma. Ne me sortez pas, ne me parlez plus de Mad Max Fury Road. Ça n'arrive pas à la cheville de Terminator 2. Découpage, réalisation, ambiance. Exceptionnel. Voilà, un film que j'ai vu. C'est même pas possible de dire combien de fois je l'ai vu, je ne sais plus. Peut-être 100 fois, 200 fois, j'en sais rien. J'ai eu envie d'ailleurs d'aller le voir au cinéma là encore. Pourtant je le connais par cœur, vraiment sur le bout des doigts. Il n'y a pas eu mieux que ça en film d'action. Il n'y a pas eu mieux, il y a un avant et un après Terminator 2. C'est le meilleur, c'est le best, c'est tout, j'aime pour être justifié. Démerdez-vous. En 3, ça va vous trouver le cul de le voir aussi bas. Et oui, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et là vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a après 2001 ah. Objectivement, c'est le meilleur film d'histoire du cinéma. Objectivement. Si on regarde vraiment objectivement, qu'on prend du recul, qu'on regarde tous les films qui ont été faits, ce que ça représentait pour l'époque, le défi technique, à quel point ça tient la route maintenant, à quel point ça prédit je sais pas combien de trucs technologiques, à quel point c'était en avance sur son temps, et même que maintenant, mais 99% des réalisateurs, mais même 100%, personne n'arrive à la cheville de ce film, en termes de réa. C'est incroyable. C'est un truc de ouf, même ce que ça raconte, c'est génial. Voilà, cet aspect de l'évolution, cette histoire de l'évolution de l'humanité, présenté en plusieurs actes. Alors moi j'avais pas lu les bouquins d'Arthur C. Clarke, juste maté la suite 2010 de Peter Iams qui est on ne peut plus honorable, vraiment passé après Kubrick et adapté un bouquin pareil qui a l'air vraiment très complexe, chapeau, vraiment bien. Peter Iams qui s'est après complètement perdu dans des boosts comme un coup de tonnerre, adaptation de Ray Bradbury d'une nouvelle qui était complètement catastrophique, enfin bref. 2001 c'est juste un très grand film. Maintenant le tube, pourquoi j'ai mis 2 autres films au-dessus, parce que j'adore ce film, j'ai maté je sais pas combien de fois, mais c'est vrai que personnellement, est-ce que ça fait assez, est-ce que ça touche assez mes cordes sensibles? Non. Non, le film est froid, le film est très réfléchi, c'est très implacable on va dire. Voilà. C'est une leçon de cinéma. Il y a des trucs très intéressants au niveau de ce que ça raconte, c'est une vraie baffe. Mais il y a 2 autres films qui me touchent beaucoup plus que ça. Et qui sont aussi des très grands films, très bien réalisés. En 2, Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982. Et ouais, très grand film pour moi, voilà, un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Réalisation, découpage, mise en scène, exceptionnel, bien sûr, vous le savez. La BO de Vangelis qui pour moi fait 50% de l'intérêt du film. Pour moi c'est la plus belle BO ever dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment la plus belle BO de l'histoire du cinéma. Je vous parle même pas après de l'extended BO, vraiment la version étendue. Et voilà, moi ça me touche vraiment personnellement, il y a une ambiance dans ce film, une ambiance, putain t'es dedans. Je peux pas décrocher une seconde à chaque fois que je le remets. Je l'ai maté je sais pas combien de fois, je vais le remettre encore je sais pas combien de fois. Blade Runner mérite totalement sa place en 2 et j'ai failli le mettre en 1 et en 0. C'est très dur de mettre en 2. Il faut le mater, rematez-le, faites un effort, bougez-vous le cul! Et la première place, messieurs, tenez-vous bien, ceux qui me connaissent le savent déjà, La Mouche, The Fly de David Cronenberg, sorti en 1986. Donc pour l'anecdote, ma mère avait loué ce film en VHS quand j'avais 7 ans, un truc comme ça. Elle a dû se dire, ah, c'est bien, la jaquette, vraiment, c'est vraiment un film pour les gosses. Du coup, je me suis retrouvé avec ce film, j'ai mis dans le magnétoscope, je sais pas ce que c'était, La Mouche, ça me parlait pas. Et je n'ai jamais pu passer la scène où il commence à se transformer, vous savez, il commence à devenir un peu blanc là. Ça m'écœurait complètement et ça m'a traumatisé, voilà, vraiment ma rétine a été complètement marquée par ce truc là pendant des années. J'ai dû essayer comme 3-4 fois de remettre la VHS à chaque fois, durant le laps de temps où on avait la cassette, et j'arrivais pas. Et ce qui est très bizarre, c'est que genre 2-3 ans après, j'avais eu La Mouche 2, qui est vachement plus violent en fait, maintenant que je l'ai revu, La Mouche 2 est limite plus violent que le premier. Mais le 2, quand j'étais gosse, je le matais. Enfin, j'étais un peu plus vieux, vous me direz, j'avais peut-être 9-10 ans, mais loin, du coup, j'ai fait un tel blocage que j'avais pas osé le remater. Et en 2005, à la Cinémathèque de Bercy à Paris, ils faisaient une projection spéciale au cinéma, avec la vraie bobine, la vraie pellicule de l'époque. Vraiment une vraie bobine, quoi, pas les projections numériques de maintenant. Donc j'ai pu découvrir ce film enfin en entier, pour la première fois, et en plus au cinéma, la classe. Donc j'étais vraiment... beaucoup d'appréhension, j'y suis allé, hein. Vraiment...
j'étais pas sûr, je me suis dit, il faudrait quand même que je mette ce film, qu'il est au cinéma. Et j'en suis ressorti mais complètement bluffé, j'ai surkiffé. C'est un très 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 grand film, ça me touche énormément. Je pense qu'il y a vraiment une grande partie qui joue par rapport au fait que ce film m'a tellement traumatisé quand j'étais gosse. Et quand je l'ai découvert comme ça, dans ces conditions, voilà, projeté qu'une vraie bobine au cinéma, j'ai été bluffé, la réalisation, le découpage, les acteurs, Jenna Davis, Jeff Goldblum, la super BO de Howard Shore. Et puis ce que j'adore, c'est vraiment le début, comment ça commence, la rencontre là, entre Jenna Davis et Jeff Goldblum, qui étaient d'ailleurs vraiment ensemble à l'époque. Je sais pas si c'était à partir de ce film ou après. En tout cas, ils ont vraiment formé un vrai couple. Et on sent une alchimie dans le film, enfin bref. Ils se rencontrent là comme ça, puis il commence à lui dire ouais moi j'aime pas les transports, donc j'ai créé des téléporteurs, vous allez voir, elle le croit pas. Il l'emmène chez lui. Ce qui est génial c'est que quand elle arrive, donc là c'est un décor mais complètement glauque. Le seul genre de truc que tu vois dans les films des années 80, vous voyez, on voit plus des décors comme ça maintenant avec l'appart, la porte immense et tout. Puis là il se met au piano, il fait tata. C'est génial. Enfin, j'adore. Je kiffe les pectoraux de Jeff Goldblum, ouais, j'adore Jenna Davis. Je dis n'importe quoi, bref. Je vous recommande vraiment ce film, je vous spoile pas. Grosso modo, c'est un mec qui a inventé des téléporteurs, parce qu'il déteste les transports en commun. Il va faire l'expérience lui-même sur lui pour voir si il arrive à transporter la matière. Mais une mouche va s'insérer dans le téléporteur et... Est-ce que je vous dis? Ouais. Il fusionne au code génétique avec la mouche. Voilà. Lui, Jeff Goldblum et la mouche. Et il va commencer une phase de transformation. Je vous en dis pas plus, c'est un vrai film d'amour avant d'être un film de monstre, c'est vraiment touchant, enfin moi ça me parle vraiment, et c'est tellement bien exécuté, c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement touchant, ah je peux pas vous spoiler plus, enfin moi, matez ce film, je l'ai maté je sais pas combien de fois depuis que j'ai enfin réussi à le mater en entier en 2005, un must, voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez aimé ce top 50, c'était vraiment amateur, c'était complètement le bordel, mais oui je suis un expert, je suis un professionnel, mais je me prends vraiment au sérieux, j'ai le melon messieurs, hein. Moi je préfère comme ça, je préfère les vidéos où on se prend pas la tête. Merci en tout cas pour le soutien que vous avez apporté à la vidéo Webedia là. Super cool, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je préfère quand on parle comme ça, vous voyez, quand on se marre. Quoi. Voilà, on parle de passion, on parle de souvenirs, et ouais, tant pis si c'est le merdier, c'est la merde. Non, j'ai dit j'en fumerai pas pour la dernière. Mais c'est ça qui est bien. Il faut qu'on sente un peu l'urgence du truc, il faut qu'on sente la passion, messieurs. Voilà, j'aimerais voir d'autres vidéos comme ça en France. Partagez vos trucs aussi les mecs, partagez vos goûts à vous, faites vos top 50, j'irai mater, voilà. Bah écoutez, merci encore du soutien messieurs, très bonne soirée à vous, très bonne journée demain, je ne sais pas, c'était vraiment une vidéo complètement faite avec le cul, mais ça sentait vraiment je pense la passion, et vraiment je suis un expert, très belle ces filles, très belle, j'adore.